Bonsoir à toutes et à tous. Donc, merci d'être venus nombreux et nombreux chez Caraïbes ce soir. Bon, on est très heureux d'accueillir Carole dans un exercice nouveau pour elle chez nous, qui est celui de libraire invité. On avait eu le grand plaisir de la recevoir en compagnie d'Arnaud Bertina, en fait, pour parler d'un thème qui à l'époque était déjà d'actualité, puis qui l'est toujours plus, en fait, hein, qui est autour des notions. Alors, le vocabulaire varie, les réfugiés, les immigrants, les mouvements de population. Les gens qui fuient en fait des situations au minimum difficiles, parfois absolument catastrophiques, et la façon dont les sociétés les accueillent ou pas, et souvent ou pas. Et bon, ça avait été une soirée particulièrement intéressante et émouvante, et puis on s'était dit que dès qu'on aurait l'occasion, on aimerait beaucoup, parce que comme on le sait, les auteurs qu'on aime sont souvent aussi des grands lecteurs, même quand leur modestie leur interdit de le dire, nous on le sait. Et donc on avait très envie en fait que Carole nous présente donc des livres qu'elle aime, donc suivant l'exercice consacré, et voilà, je lui laisse la parole. Alors moi, quand c'est Marianne en fait qui m'en a parlé pour la première fois, j'ai évidemment dit oui tout de suite sur le principe, parce que je ne rate pas une occasion de parler des livres, parce qu'effectivement je me sens autant lectrice, en toute modestie je me sens autant lectrice qu'écrivain, c'est indissociable en fait pour moi. Et puis c'est vrai que ces dernières années j'ai vraiment une forme de militantisme j'essaye vraiment de lire mes contemporains, et plus que mes contemporains, vraiment des auteurs avec qui on chemine, et donc j'ai dit oui, et puis j'ai réfléchi, en fait j'ai un handicap, c'est que j'ai vraiment pas de mémoire, donc j'ai une forme d'inculture qui se renouvelle, si on peut dire ça, un vide qui se renouvelle, parce que je ne retiens rien. Donc pour savoir ce que j'ai lu, il faut que je regarde ma bibliothèque, puis je ne garde pas toujours les livres que j'ai lus, il y en a qui circulent, donc j'aurais vraiment il y aurait quelque chose de très artificiel. Parce que je me suis demandé, est-ce que je fais une espèce de bibliothèque idéale? Je parle de livres qui m'ont marqué, que je relis. Alors d'abord, je relis peu. C'est vrai que j'ai pas vraiment de livres de chevet, à part peut-être, enfin ceux que j'ai le plus relus, c'est peut-être Frankie Adams, Carson McCullers, c'est peut-être Belle du Seigneur à un moment donné. Ça fait longtemps que je l'ai pas relu. Donc il y avait quelque chose qui me paraissait un peu artificiel, d'une part à comme ça exposer une sorte de bibliothèque idéale qui montrerait ma grande culture littéraire, et puis je me disais, est-ce que je connais de toute façon des livres que personne ne connaît? Est-ce que je vais pouvoir jouer ce rôle de débusqueur, de débusqueuse, de romancier, d'écrivain un peu confidentiel? Parce que l'exercice c'est un peu ça aussi, c'est de parler de livres dont on ne parle pas forcément ailleurs. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais beaucoup en ce moment et depuis quelques années, c'est vraiment essayer de défendre des premiers romans. À la fois parce que c'est peut-être le moment où je trouve que moi j'aurais aimé être accueillie comme ça, c'est-à-dire sortir un premier roman de qualité évidemment, et être accueillie, accompagnée. Je pense que ça facilite énormément la suite, et donc c'est un plaisir de faire ça. Et puis il y a aussi une espèce de pari, on lit, je sais qu'Alain le fait beaucoup aussi, je pense qu'il y a beaucoup de plaisir à faire ça aussi, avoir entre les mains un livre et se dire là il y a un écrivain de toute évidence, et quelqu'un qu'on va avoir envie de suivre, de lire pour les suivants. Parfois on a des déceptions, mais en général on ne se trompe pas, et c'est dès les premières pages. Il y a certains des livres qui sont ici, j'étais comme une folle, parce que l'impression d'avoir vraiment fait une trouvaille, et moi ça me rend totalement euphorique. Donc c'est comme ça qu'avec l'accord de Marianne, c'est vrai que je pense que c'était pas tellement habituel de parler de livres qui sont sortis très récemment. Et d'ailleurs il y a eu j'ai été un peu frustrée parce qu'il y avait deux des livres dont je voulais parler auxquels vous aviez consacré une soirée. Du coup il fallait que je les enlève de ma sélection, je les mentionnerai à la fin. Et voilà, et donc on a décidé que je ne parlerai que de premiers romans. Autre chose que j'ai envie de préciser en préambule, c'est vrai que c'est un exercice complètement nouveau pour moi, que d'habitude je m'appuie sur un support écrit, que j'aime écrire sur les livres, en parler je trouve que c'est plus difficile, donc soyez très indulgents. Je vais lire beaucoup d'extraits, parce que je trouve que l'essentiel c'est d'entendre la langue, et donc je vais essayer de les lire à peu près correctement.
Je ne résumerai pas parce que je suis incapable de résumer des livres, puis il y en a qui sont absolument impossibles à résumer, comme celui-là. Et voilà, je vais faire comme je fais d'habitude, et j'espère que ça vous donnera envie de les lire. Donc, je vais commencer par Extrême et lumineux, qui a été vraiment la grande découverte pour moi de cette rentrée. Donc Christophe Panon, qui vient de la poésie et qui n'en est pas sorti avec ce roman, c'est vraiment, et d'ailleurs je pense que c'est même pas la peine d'essayer de classer ce texte dans un genre, parce qu'il écrit, je pense, comme il a toujours écrit, sauf que peut-être que ça forme un texte plus long. C'est tout, mais je n'ai pas lu du tout son travail poétique, mais je suis sûre que c'est pas éloigné de ça, qu'on retrouve une langue, une musique. Ah oui, ce que j'ai eu envie de faire, c'est d'attribuer un adjectif à chacun de ces romans. Donc pour moi, celui-là, il est éruptif. J'ai vraiment eu l'impression, en le lisant, d'être au pied d'un volcan et de voir l'auteur, donc le narrateur, l'auteur, courir partout pour essayer de recueillir tout ce qui sortait de ce volcan, la moindre braise, la coulée de lave, tout ce qui jaillissait. Donc dans une espèce de frénésie comme ça, qui est très contagieuse. On lit un peu ce roman en apnée, complètement, constamment secoué, bousculé. Alors, il y a un procédé qui, au départ, j'avoue, est un peu irritant. En fait, il y a une phrase ce sont des fragments, et il y a une phrase qui se termine à la moitié d'un mot et qui fait le lien avec un autre passage, et on est dans autre chose, dans une autre scène. Et au début, on se dit, bon, c'est vraiment un procédé. Et puis finalement, petit à petit, si on joue le jeu, si on continue sa lecture, ça s'impose totalement. Et à la limite, on se dit, ça n'aurait pas pu être écrit autrement. Ça paraît absolument naturel. Et ça va avec le rythme du texte, avec ce côté... Parce que pour essayer de dire quand même un tout petit peu de quoi il s'agit, pour moi, c'est une sorte de portrait collectif d'une époque. C'est une mémoire reconstituée... avec des moments qui sont extrêmes et lumineux, il y a beaucoup c'est à la fois assez violent, c'est plein d'amour, il y a beaucoup de sexe, le corps est très important, il y a aussi c'est dans un univers assez aride, enfin assez plutôt dans des milieux modestes où on se bagarre jusqu'au sang, où on fait l'amour vraiment à l'arrache un peu, enfin peut-être comme on le fait adolescent de toute façon. Les femmes, ça c'est assez marrant d'ailleurs, et j'aimerais beaucoup en parler avec l'auteur, et j'en aurai l'occasion sûrement, mais les femmes sont plutôt des amazones, c'est vraiment des femmes qui prennent le plaisir, qui font un peu ce qu'elles veulent avec leur partenaire. Vraiment, ça revient beaucoup dans le texte, avec une sorte d'urgence et d'appétit dévorant, mais les scènes sont magnifiques, c'est vraiment... y a plein d'images qui sont entre la nostalgie et simplement la volonté, je pense, de décrire de façon très précise oui, toute une époque, peut-être une mémoire familiale, mais qui devient... elle est tellement bien partagée avec c'est tellement vivant, c'est tellement déployé que finalement on est accueilli dans cette mémoire et on en fait partie, et on a l'impression qu'on pourrait presque rajouter encore et encore ses propres fragments, et on trouve plein d'endroits comme ça dans le texte où se loger. Je vais lire un passage. Je repars un tout petit peu en arrière pour la transition, justement. Non pas effleurant ni même contournant, mais plutôt se tenant à distance des objets, des meubles, de la maison tout entière, ne parvenant à réprimer sa répulsion, son dégoût, son aversion, qu'au prix d'un effort presque insurmontable, traînant sa carcasse de vieille femme indomptable, invaincue, irréductible, immuable, c'est-à-dire comme si elle était dispensée de la mort par un inébranlable décret divin, avec son éternel châle en grosse laine serré sur les épaules, été comme hiver, son éternel tablier immaculé, son éternel fichu de couleur sombre, recouvrant ses cheveux en permanence ébouriffés et emmêlés, teintés d'un roux artificiel presque rouge, paraissant de plus en plus petite, comme si les années passant, elle n'était devenue ni plus vieille ni plus faible, mais seulement plus petite, de plus en plus courbée, de plus en plus indomptable, le corps tassé sur lui-même comme par une volonté d'économie, offrant ainsi le moins d'adhérence possible au monde environnant, un peu à la façon
façon dont certains animaux se recroquevillent ou se mettent en boule pour se protéger d'un danger imminent, les os de sa figure et de ses mains semblant vouloir traverser sa peau, ou plutôt s'y coller, sans autre intermédiaire, chair, veines, muscles et tendons, définitivement éliminés par quelques procédés naturels de dessiccation, lui donnant l'air d'une momie animée et farouche, s'agitant sans répit derrière ses fourneaux, ou s'affairant dans les champs, infatigable, increvable, ayant passé sa vie à trimer pique-bête dans le froid ou sous un soleil de plomb, à subir les outrages du vent et de la pluie sur son visage creusé, à souffrir en silence, à manger chichement et boire de même, son univers ne dépassant pas les quelques fermes du voisinage immédiat et les bois environnants, dans lesquels elle furette parfois pour glaner des châtaignes ou du petit bois, ne se rendant au bourg de son pas trottinant qu'à de rares occasions, pour les baptêmes, les cérémonies de mariage ou les enterrements, ou pour rendre une visite une fois l'an à sa sœur venue de l'Est lointain avec toute sa famille, pour les vacances d'été, chacun de ces déplacements donnant lieu à de longs préparatifs préliminaires, ainsi qu'à d'innombrables conjectures quant aux personnes à éviter ou à saluer, ce qu'elle ne manque jamais de faire avec la même humilité têtue et revêche dans l'un ou l'autre cas. Obstinément fidèle aux vieux usages et aux souvenirs des souffrances passées, accoutumé à encaisser sans dire un mot les rebuffades de son querelleur d'époux, avec sa démarche brutale, ses membres noueux et robustes de prédateur, son bec de rapace en guise de nez, son crâne déplumé et ses yeux constamment aux aguets, paraissant toujours prêt à fondre sur une proie depuis les sommets enneigés de son empyrée de mâle dominant, et toujours son éternel clope roulé de gros gris, ses paquets de mauvais tabac enveloppés d'un grossier papier gris de marque Caporal, qu'il envoie parfois chercher au village chez le buraliste, sans oublier les feuilles à rouler Job, non gommées, comme il le précise à chaque fois avec insistance, comme si les cigarettes grossières, ventrues, bosselées, à la mince enveloppe de papier imbibée de salive, teintée d'un brun jaune répugnant et roulée sans application, ainsi obtenue, étaient seules dignes d'être fumées, collées à la lèvre supérieure à force d'y rester sans se consumer, fumant à l'extérieur de l'établissement, le dos en appui contre la portière d'une voiture, tandis qu'elle frotte son bas-ventre le long de la jambe droite du garçon, se trémoussant contre lui sans vergogne, pressant la pointe de ses seins contre son avant-bras, non pas l'observant, mais le dénudant littéralement du regard, avec une insolence provocatrice et désinvolte, toute sa personne émettant dans la nuit une sorte d'aura d'obscénité, de halo de volupté, une sensualité électrique qui rayonne autour d'elle de manière à la fois diffuse et concrète. Puis, errant dans la ville en quête d'une épicerie de nuit ou acheter de l'alcool avant de se replier chez elle, se jetant d'un même élan sur le canapé du salon, s'embrassant, se caressant, tout en se dénudant mutuellement, éparpillant leurs vêtements sur le sol, alentour, avec un empressement rageur et brutal, le comportement de la fille révélant alors une fureur sauvagement sexuelle, une ardeur effrénée et incontrôlable, une lubricité agressive et débridée, presque maladive, non pas se livrant ou s'abandonnant, mais plutôt forçant le garçon à la saisir, la caresser, la lécher, l'embrasser, à parcourir de ses mains son corps aux propriétés éminemment élastiques et sensibles, l'obligeant pour ainsi dire à la manipuler avec une autorité brusque, impatiente et sévère, se tortillant dans tous les sens en faisant preuve d'une souplesse quasi acrobatique, réagissant de façon disproportionnée au moindre contact sur sa peau, comme un pur sang excessivement nerveux. Je vais m'arrêter là parce que ça pourrait durer. Voilà pour celui-là. Alors, La Cache de Christophe Boltanski, ça c'est un livre fascinant, vraiment. C'est-à-dire que l'entreprise de Boltanski, c'est d'écrire minutieusement, de dresser en quelque sorte la cartographie de la maison familiale. Et c'est pas n'importe quelle famille, puisque donc c'est la famille Boltanski, avec le frère Christian Boltanski, avec la grand-mère qui a fréquenté, enfin des gens qui ont fréquenté... j'ai un trou, peu importe, ça va revenir, c'est pas grave, mais donc une famille absolument singulière, à la fois folle, totalement soudée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est une famille qui ne se sépare jamais, même si dans les faits, par moments, certains membres s'éloignent, mais il y a une sorte de fil qui les relie en permanence. Et donc il y a une maison familiale, et en fait en décrivant cette maison, il décrit ni plus ni moins le corps de cette famille, parce que la maison est une sorte de prolongement. La maison et la voiture, d'ailleurs, sont le prolongement de... C'est une Fiat 500, donc une toute petite voiture. Tout ça, c'est le prolongement, la protection une sorte de matrice de cette famille très très particulière. Une famille qui est complètement centrée autour de la grand-mère, qui a eu la polio dans sa jeunesse,
qui est donc à la fois une femme extrêmement solide, extrêmement courageuse, presque guerrière, et en même temps qui ne tient à peine sur ses jambes. Donc elle se sert en fait de ses enfants, de ses petits-enfants, comme le prolongement, là encore, de son corps. Ils la soutiennent, ils sont toujours autour d'elle, elle règne un peu comme ça sur sa maisonnée. Et donc Christophe Boltanski s'intéresse à chaque pièce de la maison, aux objets qui peuplent cette maison, qui la remplissent, et avec une écriture qui est à la fois très, très pure, très simple, mais très très belle. Et ce qui frappe dès le départ, en fait, et on retrouve ça dans le titre aussi, c'est tout est construit autour de la peur. En fait, il y a une peur dans cette famille, et on comprend petit à petit à quoi c'est relié. C'est évidemment lié à la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est une famille juive, donc qui a eu à vivre le grand-père est un médecin qui n'a plus pu exercer, qui a été obligé à un moment donné de disparaître, de se cacher. Donc, et cette peur s'est complètement incrustée dans la famille, a été transmise, puisque c'est une famille qui est comme ça, constamment en contact. Vraiment, ils dorment ensemble, les petits-enfants, les enfants, ils font tout ensemble dans un désordre absolu, ils ont le droit de tout faire. Enfin, c'est une espèce de communauté des années 70, mais d'abord avant l'heure, et puis dans une maison, en plein Paris, dans le 16e, en plus dans les beaux quartiers, alors qu'ils se lavent à peine, qu'ils vivent vraiment comme des sauvageons, dans ce quartier très bourgeois. Et donc oui, cette peur s'est transmise évidemment, puisque tout se transmet d'autant plus facilement qu'il y a à un moment donné, il dit « ma famille ne vivait pas recluse mais soudée », et c'est vraiment ça. Et ça se prolonge presque, enfin au-delà, bien au-delà de l'âge adulte, et en faisant d'ailleurs ce travail, l'auteur d'une certaine manière inscrit ça et le prolonge et fait en sorte que ça ne s'efface jamais. Et il y a aussi, je pense, chez lui la volonté de comprendre, parce qu'il reste une énorme part de mystère dans ces personnages qui sont à la fois tout le temps là, qui ne s'échappent jamais et qui en même temps ne se livrent pas vraiment. Donc à travers la maison et l'observation de la maison, il mène une sorte d'enquête en fait sur sa famille, sur l'histoire familiale, qui est essentiellement faite de mythologie, puisque tout s'est raconté sans qu'on puisse dissocier justement la légende, parce que tout est quand même assez flamboyant, assez toujours très savoureux dans la façon dont c'est raconté, et en même temps finalement l'essentiel, on le comprend assez vite, est tu et masqué. J'ai pas envie d'en dire plus, donc je vais dire un passage. Nous avions peur. Alors, je dis simplement dans quelle pièce on est, parce qu'à chaque fois, les titres de chapitres sont des pièces de la maison. Là, c'est la cuisine. Nous avions peur de tout, de rien, des autres, de nous-mêmes, de la nourriture avariée, des œufs pourris, des foules et de leurs préjugés, de leur haine, de leur convoitise, de la maladie comme des moyens mobilisés pour la contrer, du comprimé absorbé après une lecture attentive du dictionnaire Vidal, de l'asphyxie au gaz de ville, d'une noyade en mer, d'une avalanche en montagne, des voitures, des accidents, des porteurs d'uniformes, de toute personne investie d'une autorité quelconque, donc d'un pouvoir de nuire, des formulaires officiels, des recours administratifs, de la petite comme de la grande histoire, des joies trompeuses, du blanc qui présuppose le noir, des honnêtes gens qui, selon les circonstances, peuvent se muer en criminels, des Français qui se définissent comme bons par opposition à ceux qu'ils jugent mauvais, des voisins indiscrets, de la réversibilité des hommes et de la vie, du pire, car il est toujours sûr. Cette appréhension, ma famille me l'a transmise très tôt, presque à la naissance. Petit, j'avais la phobie du sable chaud, des vagues, des champignons sauvages, des herbes hautes, des arbres serrés les uns contre les autres, des ténèbres, des vieilles dames affables que je confondais avec des sorcières, des araignées et plus généralement de toute forme d'insectes. J'ai été considérée comme un enfant agité. Au restaurant, pour me faire tenir tranquille, mes parents me signalaient la présence dans la salle de quelques personnes âgées, de préférence voûtées et pustuleuses. J'arrêtais aussitôt de pleurer, de craindre qu'elles ne me changent en grenouille. En vacances, toujours histoire de souffler un peu, il m'installait au milieu d'un tapis de bain, sur une plage ou une pelouse. Cerné par cette nature inhospitalière, je restais quoi jusqu'à leur retour, sans oser mettre un pied hors de la serviette. En grandissant, ma terreur s'étendit aux soucoupes volantes, aux nuits de pleine lune, aux recoins obscurs, aux armoires entr'ouvertes, aux chiens tenus ou non en laisse.
Mon père vit dans l'angoisse de l'holocauste nucléaire. Il sait à peu près tout sur le projet d'Manhattan de développement de l'arme atomique. Du temps de la guerre froide, il prédisait la fin du monde à chaque regain de tension entre les États-Unis et l'Union soviétique. Depuis, ses nuits continuent d'être hantées par des visions d'astronefs étranges avançant en silence vers quelque chose d'inexorable. Adolescent, Christian composait déjà d'innombrables scènes de guerre à mi-chemin entre Guernica et le Cirque bleu, entre les cauchemars de Picasso et les rêveries de Chagall. Telles des icônes orientales, suintant le sang du Christ, ces fresques, enduites d'une peinture à base d'huile de cuisine qu'il avait concoctée lui-même, laissaient encore très récemment une légère empreinte quand, par mégarde, on se frottait contre la toile. L'une d'elles, particulièrement belle et effrayante, qui entremêle des avions en flammes, des décombres et des humains terrorisés, recouvre l'un des murs de l'ancienne salle à manger. Jean-Élie nous crie de faire attention, interjection qu'il répète généralement 2 fois, pour des actes aussi simples que de traverser la rue ou d'ouvrir un robinet. Quant à leur mère, elle contrôlait chaque instant de leur vie. Après qu'ils eurent atteint l'âge adulte et acquis chèrement leur autonomie, elle exigeait d'eux qu'ils l'informent de chacun de leurs déplacements. S'il l'appelait ou la rejoignait avec quelques minutes de retard, elle imaginait d'épouvantables catastrophes. Je l'ai entendu téléphoner un soir à la SNCF pour savoir si le train qui transportait l'un de ses fils n'avait pas déraillé. Donc La belle affaire de Sonia Ristic, je ne sais pas si quelqu'un sait comment on prononce le... Non, Ristic, ouais. Alors celui-là, je le qualifierais d'enveloppant. C'est vraiment un roman d'atmosphère qui ne dégage pas du tout la puissance d'un Christophe Manon ou de Djibouti dont je parlerai après. Donc là, pour dire quelques mots quand même sur l'histoire, c'est une encore jeune femme qui est en résidence pendant 2 mois dans le Vermont, donc une Française. Elle anime des ateliers d'écriture. Elle est devenue écrivain un petit peu par hasard et en fait elle est invitée à mener ces ateliers alors qu'elle n'écrit plus depuis des années. Donc elle se sent en plus un peu illégitime, enfin un peu dans l'usurpation, mais bon, elle fait ça depuis des années. Et c'est une femme qui n'occupe pas réellement, c'est-à-dire elle n'est jamais complètement dans son présent. Elle est un peu désincarnée, on va comprendre petit à petit pourquoi. Et tout le roman, en fait, l'accompagne dans une sorte de réappropriation à la fois de son passé, une forme de réparation qu'elle va trouver, et une réincarnation, du coup. Et ce que j'ai trouvé très beau, en fait, dans ce texte, et finalement assez audacieux, c'est déjà cette figure donc c'est une femme qui est mère, et par exemple quand elle est loin de ses enfants, elle explique qu'elle les oublie, elle n'y pense pas, ils sortent de son paysage mental, donc quand on lui demande si elle a des enfants, elle a un temps d'hésitation, et puis tout d'un coup ça lui revient, et elle dit qu'elle oublie leur visage, qu'elle oublie leur voix, et tout ce qui n'est pas en fait devant elle, sous ses yeux, tout ce qui n'est pas dans son présent immédiat, s'évanouit comme si ça n'avait pas vraiment de réalité. Et je trouve que c'est quelque chose que je comprends personnellement, que je peux ressentir par moments, peut-être pas de façon aussi extrême, mais je le comprends. Et je trouve ça, l'air de rien, très, très courageux de tirer sur ce fil-là, de ce qu'est une femme qui est donc à la fois une mère, une femme qui traverse elle-même une crise ou qui est depuis des années dans une sorte de crise où elle n'arrive pas complètement à se réparer, et qui doit tenir tout ça et faire semblant en quelque sorte, jouer des rôles. Et en fait elle va avoir pendant cette résidence une histoire, c'est pas la première, une affaire. Et c'est aussi par ce biais-là que, encore une fois, l'air de rien, petit à petit, elle va repartir sur le chemin de son passé et aller pour la première fois peut-être vers la confrontation avec la vérité, avec quelque chose qui lui a toujours échappé, une interrogation qui la ronge, qui la hante depuis toujours. Et c'est comme si elle était enfin prête peut-être à savoir, quoi que ça implique. Elle ne se souvient que du premier salon et de la première rencontre où elle a dû parler d'elle et de son livre. La journaliste lui avait posé une question sur l'univers psychiatrique, pourquoi elle avait choisi précisément ce contexte, ou quelque chose dans le genre, et Nadia avait regardé ses pieds. Elle a soudainement eu très froid.
Elle a cru entendre la bête grogner sous son siège. Elle ne pouvait pas répondre à cette question, dire qu'elle n'avait rien choisi. Il lui était encore plus impossible de dire que c'est parce qu'elle se demandait encore et souvent combien Amadou avait empoché pour la trahir. Elle ne pouvait pas raconter Esquirol à cette assemblée d'inconnus qui étaient venus acheter ou vendre de la littérature. Et puis Nadia a vu les pieds d'une autre auteure invitée qui portait des charentaises. Cette dame qui avait l'air si posée, si convenable, tellement dame justement, avait des charentaises aux pieds. Nadia a levé les yeux sur son visage et l'écrivaine lui a souri comme pour lui dire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, raconter ce qui lui passait par la tête, inventer. Elle avait le droit de ne pas répondre, elle pouvait devenir quelqu'un d'autre, un personnage, et mentir si elle le voulait. Il fallait juste faire de belles phrases. C'est ce qu'on attendait d'elle. Tout le monde s'en balançait de la vérité. Ils étaient là pour entendre des histoires, raconter sa vie, son œuvre. C'était comme écrire. Tout était possible, tout était permis, et surtout, ce n'était plus elle. Nadia prenait des trains, dormait dans des hôtels, s'asseyait derrière les stands et les piles de livres, mais ce n'était pas elle. Elle se quittait. Elle quittait sa vie sur les quais des gares, elle s'éloignait et oubliait. Elle oubliait Montreuil, Paul, elle oubliait le docteur Cohen, ses parents, les coups de feu dans la nuit africaine. Tout s'éloignait, et Nadia devenait à chaque fois une nouvelle page blanche, où toutes les histoires pouvaient s'écrire, des histoires qui n'avaient rien à voir avec elle et ce qui la constituait. Tout pouvait être recommencé, réécrit. Elle était libre de sa mémoire, légère, bidimensionnelle, écrite. Elle pouvait rire, pleurer, boire seule ou en compagnie, aller danser, rencontrer des hommes qui trouvaient le chemin de sa chambre. Cela n'avait pas d'importance, ce n'était pas elle, c'était s'éloigner. Et cela, ce qui se passait ailleurs, cessait d'exister à l'instant où le train entrait dans une gare parisienne. Celui-là, il est bouillonnant. C'est un peu facile parce que c'est vraiment c'est autant le roman d'un lieu que d'un personnage ou que des personnages. Donc Djibouti, qui est un peu le royaume du soleil, et d'un soleil absolument pas bienveillant, d'un soleil qui écrase, qui tue, qui règne comme un dieu, mais un dieu épouvantable, vraiment, qui ne fait pas grand bien, en fait. Et on voit comme ça, c'est donc la dernière nuit d'un soldat, d'un lieutenant à Djibouti. Donc tout le récit se déroule à la fois pendant cette nuit et par des trouées comme ça dans le récit. Il y a des éléments, des flashbacks, une remémoration de ces 6 mois qu'il a passé à Djibouti. Et c'est vraiment un univers, on a l'impression d'être dans un chaudron où tout bouillonne, donc il y a à la fois beaucoup de vie et quelque chose de complètement écrasant, d'assez désespérant. C'est très c'est très organique, alors là, là aussi il y a des descriptions extrêmement précises, assez longues, et qui donnent finalement autant la parole au décor, à la terre, au vent, à la chaleur, au soleil, enfin, même pas qu'aux hommes d'ailleurs, parce que les hommes sont minuscules au milieu de tout ça, sont pris complètement dans ce déchaînement de chaleur, d'errance, parce qu'on a l'impression que tous les gens qui habitent cette terre si difficile, cette ville si hostile, ne sont pas tout à fait vivants, sont des espèces de zombies comme ça qui y a. En tout cas, c'est comme ça que c'est décrit. Et il y a une sorte de rapprochement qui est très beau entre les soldats et les prostituées, parce que ce sont vraiment les personnages principaux, parce qu'au fil de la nuit, donc ce lieutenant va de bar en bar, se rencontre des petites prostituées qu'il a croisées maintes fois, ces prostituées qui jouent un peu la comédie de l'amour pour finir la nuit. Et finalement, ces deux populations sont très proches, sont comme... il y a une sorte de fraternité entre les deux. C'est vrai que les deux ne s'appartiennent pas tout à fait, les uns parce qu'ils obéissent aux ordres, les autres parce qu'elles ont besoin d'être... elles ont besoin qu'on les prenne en charge, donc elles dépendent totalement de ça. Il y a aussi le commerce du corps, parce que finalement il y a la même chose chez les soldats de métier et chez les prostituées. Ça se manifeste de façon différente, mais le corps est donné en une sorte de monnaie d'échange et ça peut aller jusqu'à la destruction. Et donc il y a une sorte de fraternité qui se noue, qui n'est pas dite, hein, qui n'est pas même pas assumée, mais où finalement du coup dans des scènes qui pourraient être
à la fois cru, sordide, trivial, tout d'un coup émerge l'amour, tout simplement, une très grande humanité. C'est un monde, un univers tellement dur que enterrer un chien, à un moment donné, ce soldat va pour consoler, pour réconforter une femme de colonel, l'aider à enterrer son chien, parce qu'en fait la terre est tellement sèche que c'est impossible d'enterrer quoi que ce soit, qui que ce soit. Et puis tout d'un coup il pleut pendant cette nuit, et du coup ce soldat va accompagner cette femme en pleurs, complètement dévastée par la perte de son chien, et va l'aider à enterrer son chien. Et cet acte-là est vraiment un acte magnifique de générosité, et ça donne lieu à tout un périple avec encore des descriptions dans la nuit. Donc on a à la fois du mal à se représenter, et c'est volontaire parce que eux-mêmes n'ont plus aucun repère. En plus il pleut, et donc c'est très rare, et en même temps cette pluie est absorbée d'une façon vorace par la terre parce qu'il pleut jamais, donc mais ça change complètement le paysage et les sensations, et tout ça on le ressent. C'est vraiment une écriture très très à la fois très imagée, très sensuelle, très incarnée, qui laisse une empreinte extrêmement forte. Très impressionnant pour un premier roman. Mais on est souvent impressionné. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de premiers romans très, très aboutis. Je sais pas toi, Alain, mais en fait, moi, quand je lis des premiers romans, je les lis jamais en me disant « Ah oui, pour un premier roman, c'est bien ». C'est vraiment, ou c'est bien, ou c'est pas bien. Enfin, on aime ou on n'aime pas, on voit une langue, on sent une patte, sans avoir à se dire oui, pour un premier essai, c'est... Si on se dit ça, je pense que c'est assez mauvais signe. Et là, dans aucun... Alors, il y en a qui sont plus imparfaits, mais moi, ça me dérange pas, les livres imparfaits. À partir du moment où il y a des choses qui accrochent, je crois que je préfère même ça aux livres carrés, vraiment, où il n'y a rien qui dépasse, mais où finalement, on n'aura peut-être pas non plus cette espèce d'emballement qu'on peut avoir face à des livres qui vivent, enfin, qui débordent peut-être. Ce sont tous des premiers romans. Oui, oui. J'ai vraiment fait une sélection de premiers romans. Il lui avait fallu venir jusqu'ici pour pénétrer avec amour dans les profondeurs de l'alcool, pour sentir descendre en lui la liqueur glacée et se répandre tous les parfums de l'anis, pour rêver dans l'ivresse à toutes les couleurs des coquelicots, des bleuets et des lavandes, aux subtilités des plantes et des écorces que le désert ignore et détruit. Alors, remplissant une fiole de boisson, il l'emportait avec lui au fond du désert, dans la doublure de son treillis brûlant, et le soir venu, roulé dans son sac au flanc d'un python aride, les narines envahies de moucherons, portant doucement le goulot embaumé de suc contre ses lèvres meurtries, il lui semblait pouvoir oublier tout cela, oublier cette implacable poussière et voir défiler un instant sous ses yeux clos, une seconde avant de s'endormir pour de bon, les images d'une terre lointaine et généreuse, les souvenirs imaginaires d'un monde qu'ils avaient perdu et qui ne reviendrait plus. Le capitaine, que cherchais-tu? Le taxi, la route vers l'est. Marron-Sol, ta gueule, pas toi. Marcus, le soleil, je crois. Marron-Sol, taisez-vous. Marcus, le soleil, je crois. Le capitaine, et alors? Marcus, alors rien. Je veux dire, il n'y a rien. Galando, pays de malheur. Marcus, pays sublime. Galardo, pas Galando, hélas. Marcus, il n'y a rien que le grand soleil. Galardo, et c'est tout. Marcus, les paléontologues prétendent que ce fut le berceau de l'humanité, et les Égyptiens l'appelaient le pays des dieux, de Dieu. Le capitaine, alors? Marcus, alors tout est fini. Marron-Sol, quoi? Marcus, il n'y a pas de retour aux sources possibles, sachant ce que nous savons, ayant fait ce que nous avons fait. Tout ce que nous touchons, nous le salissons. Tout ce que nous voulons réparer, nous le détruisons un peu plus. L'univers grossit comme une bulle, le vide augmente, l'errance s'aggrave, la solitude s'agrandit, les galaxies s'éloignent les unes des autres. Chaque seconde qui passe ajoute un peu à la somme de nos erreurs. Marron-Sol, irréversiblement. Galardo, et si tout n'avait toujours été que ce long et douloureux chaos? Marron-Sol, pourquoi pas? Marcus, y a-t-il seulement une différence? Le capitaine, regardez, la lune arrive. Un jour, un soldat s'était perdu durant une manœuvre au milieu du désert. Il l'avait retrouvé au soir sur la route de Dikil, entièrement nu, brûlé de la tête aux pieds, le visage dévoré de soleil, verdâtre, purulent, presque sans peau. Et l'homme était toujours conscient, divagant au milieu des cailloux comme un épouvantail décharné. 3 vautours à ses pieds essayaient de lui arracher les orteils. Il suppliait comme un chien qu'on le balance à la mer. Il voulait la mer, tout de suite.
Il n'avait plus que ce mot à la bouche et qu'on l'y balance tout entier, enfin, pour toujours. Personne n'avait osé le toucher tant sa chair était à vif, incrustée de tout le sable que le vent avait jeté à sa misérable dépouille. Il n'était plus qu'un morceau de viande saignant. Les hommes avaient regardé ahuris sa silhouette titubante devant l'étendue du désert, recraché in extremis par ce monstre de blancheur, de silence et d'infini, sans relief, qui en quelques heures l'avait désagrégé de son souffle. L'effroi fut si fort qu'il avait fallu de longues minutes avant que quelqu'un pense à lui tendre une bouteille d'eau, à la première gorgée de laquelle il s'était évanoui. Ensuite, tout était allé très vite. Hélicoptère, direction l'hôpital, arrêt cardiaque, avion d'urgence vers Paris, 6 jours de coma, greffé d'une partie de ses fesses sur la moitié du visage, amputation de la main droite après une infection. Il avait à peine eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Il était demeuré sans bouger, momifié dans des bandes, pendant 4 mois. 3 infirmières se relayaient tous les jours, 3 heures durant, pour lui changer les pansements. Souvent, sa peau partait en lambeaux avec les morceaux de gaz, ce qui lui arrachait des gémissements d'enfant. C'est comme si on l'avait dépecé 3 fois par jour. Ensuite, les infirmières l'enduisaient de cataplasme, de pommades, de graisses de toutes sortes et le réenroulaient dans un nouveau cocon de bandelettes. Au bout de 2 mois, il avait pu de nouveau marcher et se nourrir. Maintenant, il vivait chez sa mère au fond d'un vieux bureau, tout store baissé. Il ressemblait à un gros jambon braisé ou à un crapaud en sueur. Il ne pesait plus que 40 kilos et par endroits, sa peau était aussi fine qu'un papier de cigarette. Il ne voulait pas entendre parler du soleil, il en avait peur. Il ne sortait plus que la nuit, faisant un tour du jardin, essayant de sentir quelques fleurs. Depuis l'accident, il avait perdu le goût et l'odorat. À ceux qui l'interrogeaient, il ne voulait rien raconter de ces quelques heures. Seulement, il prononçait le mot « désert » avec d'infinies précautions, et sous ses paupières calcinées, ses yeux, comme par souvenir, semblaient refléter l'indicible angoisse de ne pouvoir s'accrocher nulle part. Oh oui, le beau désert. Tous ceux qui revenaient d'ici savaient cela. Ils avaient gardé sur leur torse et leur dos 1000 micro-cicatrices qui commençaient de saigner au moindre rayon d'été, sans raison, à la moindre transpiration. Ce soleil-là, il se rappellerait à eux, de l'autre bout du monde, longtemps encore, le dos tapissé de sang rouge, ils penseraient à lui du fond de leur campagne. Le point fixe, vers quoi la terre, asservie, tombe sans cesse, mais jamais ne s'approche. Le maître du système, ô toi, soleil cruel. Alors, Les bijoux de pacotille de Céline Milla Baumgartner, chez Arléa. Je n'ai pas cité d'ailleurs les éditeurs, mais je le redirai peut-être. Alors, celui-là, c'est un livre délicat. Vraiment. Donc, il s'agit de... la thématique, le sujet est assez banal, puisqu'il s'agit d'un deuil. C'est enfin, la narratrice et l'auteur, parce que je crois que c'est vraiment... Là, on est vraiment dans l'autofiction. A perdu ses parents quand elle avait 8 ans, dans un accident de voiture, elle est comédienne. Et elle a mis peut-être 30 ans avant d'oser s'approcher vraiment de ce deuil. C'est-à-dire que petit à petit, elle a repris, elle a éloigné d'elle le chagrin, et elle a vécu comme si ça ne comptait pas, comme si c'était finalement, comme si c'était pas grave. D'ailleurs, quand on lui demande si... comme il y a un moment donné un de ses amoureux qui lui demande si elle a des bons rapports avec sa mère, et elle lui dit ouais, mais elle est morte, mais bon, elle essaye de faire passer ça, puis au fond d'elle, elle se dit, puis il faudrait que je lui dise aussi que mon père aussi il est mort, et donc elle dit rien, et puis l'amoureux lui dit et avec ton père c'est comment, et il dit il est mort aussi, mais c'est pas grave, et l'amoureux se décompose complètement, et donc elle est dans cette espèce de légèreté, de fausse légèreté, alors qu'en fait elle est complètement encore hantée par cette perte. Et avec ce livre, j'imagine que c'est vraiment avec ce travail d'écriture, c'est comme si elle avait décidé elle fait des tours, moi c'est l'impression que ça m'a donné, c'est pas du tout chronologique, hein, c'est vraiment elle recueille des petits éléments de sa mémoire qui est très parcellaire et qui a tendance en plus à s'effacer. Elle parle aussi aux membres de la famille encore vivants. Elle a l'occasion aussi de faire le vide dans l'appartement de sa grand-mère où il y a encore des objets appartenant à sa mère, dont les fameux bijoux de pacotille. Et comme ça, à chaque tour, en fait, elle recueille des petits éléments, des images, des souvenirs, et on voit se dessiner, et elle-même, je pense que c'est ce qu'elle ressent et ce qu'elle fait et ce que ça produit en elle. On voit se dessiner à la fois le double portrait du père et de la mère, qui sont
d'autant plus flamboyants que leur flamboyance ne s'est jamais éteinte en fait, qu'ils ont été vraiment fauchés alors qu'ils étaient encore jeunes et beaux et menant, c'est pas des gens riches hein, particulièrement, mais c'est des gens qui sortent, qui font la fête, qui sont beaux, qui sont très... qui font que tout le monde, quand ils viennent la chercher à l'école, bah, tout le monde lui envie parce que vraiment elle a des parents qui s'habillent bien, qui sont très à l'aise, qui ont l'air très amoureux, qui se disputent aussi beaucoup. Et donc tout ça s'est arrêté, donc c'est quelque chose qui prend énormément de place évidemment. Et donc elle tourne, elle dépose comme ça, et elle se rapproche de plus en plus du noyau, de ce que finalement ses parents ont été pour elle. Et à la fin du livre, on sent qu'il y a quelque chose qui est enfin à la fois accepté, intégré, et qu'elle peut peut-être passer autre chose dans sa vie, mais en ayant accueilli réellement ce deuil. Elle va lire aussi le procès-verbal de l'accident, donc avoir le détail de ce qui s'est passé, parce qu'en plus pendant plusieurs jours, elle a un petit frère, son frère et elle, on n'a pas dit qu'ils étaient morts. Et après on leur a dit qu'ils étaient au ciel et qu'on allait les rejoindre. Donc tout ça a rendu très difficile. Donc elle était plutôt partie sur cette voie de l'oubli, de faux oubli. Et j'ai vraiment trouvé que d'abord l'écriture est très belle, vous allez voir, et que ça apportait quelque chose de nouveau dans un récit un récit du deuil et autobiographique en plus, et qui du coup permet enfin, on se sent là aussi accueilli dans le texte, et pas on n'est absolument pas indifférent à ce qu'elle décrit. C'est beaucoup dû au personnage des parents, je pense. Elle est douce et présente, vivante. Elle a les mains fines. Elle porte des pierres précieuses à l'annulaire et des bracelets de pacotille qui brillent et s'entrechoquent à son poignet. C'est un cliquetis rassurant qui m'apaise. C'est son bruit à elle. Ses dents du haut et de devant se chevauchent comme les miennes aujourd'hui. Je connais la courbe de son menton et les fines rides au coin de ses yeux qui s'animent à son sourire. Je connais le grain de sa peau qui brunit au soleil et les veines presque vertes qui affleurent sur le dos de ses mains. Je connais ses ongles longs qui chatouillent ma paume dans un manège zigzagant et lénifiant. Je connais son rythme, j'en sais la musique. Je marche au son de ses hauts talons à petits pas vifs. Je connais la liberté de ses gestes, son habileté à se mouvoir, sa marche qui se fait danse à chaque descente d'escalier, de trottoir, en chaussée, ses poignets et ses chevilles de ballerine qui s'agitent, s'enthousiasment fébrilement, se tordent à tout va, s'envolent. Je connais sa taille svelte et son petit ventre rond. J'en caresse le bombé de mes doigts d'adulte et ma peau frissonne. Je surprends son visage dans le miroir, je me tourne et en un éclair je la vois. Elle est là dans la glace, face à moi. Dans le poste de télévision, sa voix résonne dans les aigus, singulière et si proche. J'entends son rire qui fait écho au mien. Je suis son porte-voix, son porte-parole, je suis sa peau, ses nerfs, ses yeux, son agilité. Je suis femme jusqu'au bout de ses ongles rouges. Elle est le rêve étrange et pénétrant, elle est mon rêve familier. Elle est l'image projetée, le calque fantasmé que mon corps épouse. J'inspire et elle expire, elle s'évanouit, elle perd son souffle, je retiens le mien et c'est son sang qui bat la mesure de mon corps. Je la connais par cœur, ma mère, c'est comme si je l'avais faite. Mon père ne me donne pas de surnom, pas de petit nom. Je ne suis pas son cœur, je ne suis pas sa princesse, ni son ange, ni sa belle, ni sa douce, sa puce, son puceron, sa sauterelle, ni aucun autre insecte. Son lapin, son poussin, son canard, sa caille, sa crevette, sa bichette, sa poulette, son chat, son chaton, rien. Rien, aucun animal, aucun nom sucré ne me vient en mémoire. Non, je suis sa fille, sa grande fille, sa fille unique, et je suis bien heureuse d'être la seule. Je ne veux pas de sœur, ce petit frère me suffit, ce petit frère souriant, gentil, facile, plus mignon, qui a tenté de m'amadouer dès le premier jour en m'apportant une peluche, un ours aussi grand que mes 2 ans et demi, censé apaiser ma jalousie. Ce petit frère me suffit amplement, j'ai déjà bien assez à faire avec ça, avec cette chose insurmontable, accepter de céder un peu de cet amour qui jusque-là n'appartenait qu'à moi. Je suis l'aînée de mon père, sa première, sa fille préférée à tout jamais, sa fille pour l'éternité. Quand mon frère et moi emménageons après l'accident dans la famille de la sœur de mon père, j'admire ces 3 enfants, ces 2 filles et ce garçon qui ont sensiblement le même âge que nous et qui nous accueillent avec simplicité. Je les admire de nous accepter dans leur clan, de nous prêter leurs parents, de les appeler du jour au lendemain par leur prénom, comme nous le faisons, et de nous mettre ainsi sur un pied d'égalité avec eux. J'admire cette générosité enfantine et grandiose. Je me dis qu'à leur place, je n'aurais pas supporté de partager l'amour de mon père et de ma mère, ma maison, ma chambre.
Je me dis que je n'aurais laissé aucun enfant, aucune cousine partager mon statut de fille chérie. Je n'aurais pas été capable de faire de la place dans les bras de mon père. Je suis la fille chérie intolérante, égoïste et jalouse qui ne partage pas son père, même en imagination, même mort. Alors ça c'est aussi un de mes... Enfin, je les aime tous, hein, mais ça a été aussi une belle découverte parce qu'en fait c'est donc Babylon Underground chez Serge Safran d'Héloïse Cohen de Timari. Il est sorti en janvier dernier en fait et assez miraculeusement, je ne sais pas pourquoi il est passé entre mes mains quand on était en train... Parce qu'en fait, beaucoup de ces livres, je les ai lus parce qu'à la Société des gens de lettres, on a rituellement une soirée autour des premiers romans qui a lieu là le 30 septembre. On sélectionne 5 premiers romans. C'est pas un prix, c'est pas, mais juste on les met en avant, on fait une soirée autour. Et donc on retrouvera Christophe Manon, Boltanski, La Cache, celui-là, Djibouti, et donc le voyage d'Octavio, dont je n'ai pas parlé parce que vous en aviez déjà parlé ici, le voyage d'Octavio de Miguel Bonnefoy chez Rivage. Et donc dans toutes les lectures qui est là aussi. Et je voulais aussi parler de La Terre sous les ongles d'Alexandre Civico, mais vous aviez aussi consacré une soirée. C'est deux vraiment très très beaux livres chez Rivage. De toute façon, je trouve qu'il publie de très belles choses chez Rivage depuis quelques temps. Et donc dans toutes les lectures là, sur les premiers romans, mais passé entre les mains celui-là. Et là, ça a été vraiment une révélation. Alors celui-là, il est surprenant, vraiment, constamment. Ça commence comme une espèce de polar. C'est un homme qui, avec plus que la complicité de sa femme, à l'incitation de sa femme, décide de disparaître pour une histoire d'assurance vie et donc doit renoncer à voir ses enfants. Il a des jumeaux et donc disparaît et va renaître sous une autre identité, réapparaître sous une autre identité ailleurs. Donc ça, au départ à Paris, les premières scènes se passent au bord de la mer, je ne sais plus où, peut-être en Normandie. Et donc à Paris, il se retrouve dans un milieu un peu où on fait des faux papiers, où on reçoit dans des arrière-salles et l'identité, le nouveau nom qu'on lui attribue avec les papiers qui vont avec, c'est Marguerite Schwartz, alors qu'il s'appelle Gaston Galibet. Donc voilà, là il y a un première surprise, premier twist parce qu'en fait anciennement le père de ce Gaston Galibet s'appelait, je crois, je sais plus, je pourrais rechercher, mais Rosenberg et donc avait coupé, mais vraiment volontairement, avec tout ce qui avait trait à la judéité. Pour lui c'était un fardeau, ça ne représentait rien. Et donc, ce qui est très drôle, en fait, c'est quand on lui annonce cette nouvelle identité, il n'est absolument pas choqué dans un premier temps par le fait que c'est une femme, mais par ce nom, Schwartz, et là, c'est carrément le choc. Et il est rattrapé par ça, et il a vraiment l'impression que c'est une fatalité. Deuxième chose, quand même, le prénom qui évoque, enfin moi qui m'a évoqué la fleur qui pousse sur le charnier, quoi. Il y a vraiment une espèce d'ironie du sort là qui s'acharne. Et puis tout d'un coup, quand même, il réalise que c'est un nom de femme. Donc on va lui apprendre à se travestir et puis de fil en aiguille, il va se retrouver à Buenos Aires, vraiment avec une suite de péripéties dont je ne dévoilerai rien. Et tout se tient, c'est-à-dire qu'on est complètement là. C'est vraiment un roman qui réussit à la fois, qui impose une écriture et qui embarque complètement. C'est peut-être celui qui a l'intrigue la plus prenante, on le lâche pas vraiment. Et à chaque fois on marche, on est à aucun moment on se dit ah bah non là quand même c'est trop, parce que l'écriture est assez économe, c'est pas plein d'effets. On passe comme du burlesque au tragique par moment. Il y a vraiment une constante. Ça explose, ça change d'équilibre. C'est surprenant vraiment tout le temps. Et ce qui est là aussi très réussi et marquant, c'est que c'est finalement sous les traits de cette Marguerite Schwartz que le narrateur finit par nous toucher profondément. Parce que lui-même, donc c'est en fait sous cette intrigue assez qui semble
qui est très efficace. Et il y a toute la question de l'identité sexuelle, mais aussi l'identité familiale. Est-ce qu'on peut comme ça décider de couper complètement avec ses racines, avec le passé? En l'occurrence, apparemment non. Quoique en même temps, avec ce non, ne revient pas forcément ce avec quoi son père avait voulu couper, mais c'est autre chose qui s'invite et qui transforme cet homme et qui l'enrichit manifestement. Le fait d'avoir... c'est comme si ce nouveau nom, peut-être à la fois parce qu'il s'agit d'une femme et parce que ça le relie quand même à toute une histoire, le rend plus... change son regard sur le monde et le rend peut-être plus globalement... sensible à ce qui l'entoure, il porte vraiment un regard différent, et notamment sur tous les individus un peu malmenés par la vie, rejetés, discriminés. Donc il y a quand même quelque chose qui relie à ce passé. C'est vraiment un livre à la fois jubilatoire et très 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 émouvant par moments, et qui tient vraiment du début à la fin. Sous un immense lustre baroque, imitation cristal, un orchestre klezmer, on est à Buenos Aires, un orchestre klezmer surexcité s'acharnait sur ses instruments. Clarinette, violon, accordéon, contrebasse, hé hé hé, criaient en chœur les musiciens tandis que leur refrain d'enragé galvanisait les convives. Les murs étaient couverts de photos de femmes bellissimes, d'hommes élégants, d'hommes habillés en femmes, de vieux clichés de Buenos Aires, donnant à voir une ville à peine reconnaissable. Il y avait aussi une bibliothèque débordant de livres, de revues diverses, de bobines de films, ainsi qu'un aquarium rempli de poissons multicolores, tendance psychédélique. On buvait de la vodka et du vin qui teintent les lèvres dans des verres en plastoc. Derrière l'orchestre klezmer, sur tout un pan de mur, défilait une succession d'images muettes en noir et blanc. Un type bas du cul et rondelet, barbichette chétive et petites lunettes rondes, cerclées d'argent, m'a poussé du coude. Et, a fait le type, c'est la version longue, tu sais, les images de Métropolis planquées dans la cave depuis des lustres. La cave du musée du cinéma, ouais, il a ajouté, me collant un gobelet de vodka dans les mains. Il a alors commencé à me baratiner un flot ininterrompu de mots qui s'empêtraient dans les poils de sa barbiche avec cette mystérieuse phrase qui revenait en boucle. L'embêtant, c'est que Gina, elle se décide pas. Bien entendu, je n'avais aucune idée de qui était Gina, de ce qu'elle était censée faire ou non, et encore moins de ce que me voulait Mister la barbiche. Du coin de l'œil, je surveillais les poissons psychédéliques qui s'agitaient dans leur bocal, libérant par moments de vifs éclairs phosphorescents. Bon sang, mais où est Florencia? J'ai murmuré une péto. Ces foutus poiscailles commencent à me filer le tournis. À quelques pas de moi se trouvaient deux rabbins portant barbe et papillotes, affalés dans de gros fauteuils en sky. L'un fumait un spliff de marijuana, imperturbable face au bordel ambiant, complètement absorbé par la lecture d'un manga érotique. L'autre s'éventait avec un chapeau à bord large, bras tendus en l'air, tout en faisant sauter sur ses genoux une pépée aux lèvres archi-glossées qui n'arrêtait pas de pousser des petits cris suraigus. Ça n'empêchait pas la barbiche de poursuivre sa logorée, ni d'enchaîner les godets de vodka tout en me répétant « Mais toi, t'en penses quoi ?» J'avais avalé le fond de mon verre et répondu ça, que Gina finirait par se décider à coup sûr. Je me suis ensuite faufilée parmi les fêtards, jouant des coudes pour retrouver Florencia, que je venais d'apercevoir près de l'orchestre, en grande conversation avec l'ange blanc qui, apparemment, la faisait beaucoup rire. Quand enfin j'ai pu les rejoindre, Florencia a glissé une main autour de ma taille, m'indiquant du regard l'objet de leur discussion enjouée. Mon psy, juste là. À deux pas de nous, un homme à la quarantaine élégante, vêtu de lin, pantalon beige, chemise blanche, parfumé d'eau de Cologne italienne, comptait fleurette à l'un des petits gothiques croisés devant la synagogue. Le psy, pommette en feu et geste expressif, se laissait visiblement émotionné par le jeune homme flegmatique qui continuait d'afficher un air blasé. Soudain, l'orchestre a interrompu la musique. Les lumières se sont éteintes. Plongés dans un noir complet, les noceurs se sont tus d'un coup. Seuls quelques murmures ont parcouru la salle tandis qu'un étonnant silence s'installait, engourdissant peu à peu les convives. C'est alors que Guadalupe a surgi des ténèbres, éclairée par la lumière crue d'un projecteur. Longue robe noire pailletée, morphologie plantureuse offerte au regard, décolleté traversé d'une interminable balafre qui plongeait pile entre les seins. Loupé rayonnait. Chacune de ses cicatrices palpitait doucement. Quelques notes dissonantes se sont échappées de l'orchestre, murmures de protestation dans la salle. En guise de réponse, les archers ont raclé leurs instruments, la clarinette a libéré 2-3 mesures ronflantes, l'accordéon a gonflé son soufflet. Quelques soubresauts cacophoniques ont suivi, le temps de s'accorder, puis les musiciens ont commencé à enfiler les mesures, d'abord nonchalamment, puis plus vivement, enfin totalement convulsivement, jusqu'au point où jaillit l'âme klezmer. « Hé, hé, hé !» il clamait en tapant fort du pied. Plusieurs morceaux se sont enchaînés ainsi, sans pause, salle littéralement en transe, jusqu'à ce que le violoniste lève son archet et réclame le silence. Et maintenant, chers amis, la danse de l'ange blanc.
Loupé a commencé à se trémousser, faisant scintiller les paillettes de sa longue robe noire, tous les yeux rivés sur elle. Le jeune homme aux ailes blanches a alors sifflé entre ses doigts. Le projecteur s'est braqué sur lui. Une fois en pleine lumière, il s'est approché de Loupé sur la pointe des pieds, par derrière, clin d'œil complice à la salle. Elle dansait dos à lui, les yeux fermés, comme envoûtée, se gondolant sur un temps largissimo. L'ange est venu l'entourer de ses ailes duveteuses, l'effleurant sans jamais la toucher, suivant les courbes de son corps, mimant des caresses lascives. La musique s'est faite plus nerveuse, alors l'ange a saisi Loupé par la taille d'un coup, puis il s'est mis à la faire tourner, toujours plus vite. Les musiciens accéléraient la cadence, frappant le sol de leurs talons, tandis que la sueur qui perlait du front de Guadalupe ramollissait chacune de ses cicatrices. Son visage, fond de teint affaissé, bouche légèrement de travers, couture rosie, avait quelque chose de cadavérique, effrayant et fascinant à la fois. Et donc, le petit dernier, Les Amygdales, de Gérard Lefort à l'Olivier. Alors, typiquement, là, c'est un livre qui est à la fois formidable et qui aurait pu... Enfin, il y a des petits passages qui ne sont pas à la hauteur du reste, mais globalement, je le trouve... D'abord, il est drôlissime, d'un humour très grinçant, mais vraiment, on éclate de rire. C'est rare quand même d'éclater de rire en lisant, mais le début, notamment, est vraiment très, très drôle. Il s'agit d'une sorte de journal réinventé d'une enfance un peu sauvage. Et ce qui est je trouve très intéressant, c'est que l'auteur résiste vraiment à l'envie d'écrire ce journal avec une intelligence d'adulte. C'est pas écrit comme un enfant l'écrirait, hein, pas du tout, mais c'est donc une suite de moments, de souvenirs, vus quand même du point de vue de l'enfance, avec une langue adulte et très très travaillée, et très souvent donc très drôle, et assez baroque, assez foisonnante, mais en gardant la démesure de ce qu'un enfant peut se dire. Pour prendre un exemple, en fait, ce petit garçon, cet enfant est persuadé qu'il est absolument monstrueux. C'est vrai qu'il y a un décalage entre l'impression qu'il donne, il passe pour un enfant sage, très bon à l'école, vraiment impeccable, dans un milieu très bourgeois, avec des domestiques, et lui est hanté, mais peut-être comme tous les enfants, par de la cruauté, par des pensées absolument atroces, par l'envie de faire souffrir des animaux, des gens. Et donc il chemine comme ça dans la vie en traînant cette espèce d'énorme culpabilité, mais qui est aussi pour lui comme quelque chose qui brûle en lui et qui le fait avancer, qui lui donne une sorte de force et de puissance. Il a notamment un rapport un peu sauvage et très sensuel avec la nature, avec les arbres, avec la terre. Il a des grands moments où il s'échappe complètement et où il se livre totalement à cette sauvagerie. Vraiment, le seul espace où il peut le faire, c'est dans cette nature. Et la nature, elle n'est pas loin, c'est de l'autre côté du mur de la maison de ses parents. Mais il vit dans cet endroit-là, notamment à un moment du livre, une véritable aventure dont on se demande d'ailleurs si c'est un rêve ou un souvenir. Et tout ça est composé vraiment avec un bel équilibre de drôlerie, de cruauté et finalement aussi de beaucoup de tendresse. Donc le chapitre, c'est la maison, là où on retrouve des choses Aux aguets perpétuels, je sais tout ce que je vois et pas seulement les autres. Lorsque, l'oreille plaquée au tronc d'un arbre par grand vent, j'entends ces craquements, des gémissements, des douleurs, preuve qu'il souffre comme n'importe qui. Et même la forêt dans sa totalité, le ciel, les nuages, les pierres, les rochers et les galets au bord de la mer, leur endurance à l'usure, leur durée malgré tout, leur indifférence. De même pour les objets et les choses, abat-jour d'une lampe, quelques fleurs de printemps dans un verre d'eau, morceaux de pain rassis sur une planche à découper, poignées de cerises qui nous brillent par leur présence, qui tous brillent par leur présence, leur solitude magnifique et fatale, comme dans les natures mortes des grands peintres. Ils me parlent car ils sont parlants. Me voilà leur complice, préposé aux machines de l'univers, plus seul que jamais. Il fait bon, et je ris à m'en faire mal aux ligaments qui ligotent mon crâne. Épaules dégagées, ventre rentré, torse bombé, regard d'azur, comme un pionnier juvénile sur une affiche de propagande, une jeunesse communiste, un fils de la Louve, un scout fasciste. Quel chic type en short noir et chemisette blanche, quel camarade adorable avec son foulard rouge noué sur sa gorge tendre.
C'est le bon côté de mes visions. C'est aussi mon tourment puisque je passe beaucoup de temps à dissimuler mon cas, à faire semblant d'être un bon garçon comme un autre, souriant et gracieux, qui ne pense qu'à ses études et le soir à faire ses devoirs. C'est indispensable, c'est crucial, s'ils savaient les pauvres. C'est mon fardeau et mon allégresse. Attention, ce que je cache, qui me fait vivre dans la hantise perpétuelle de me faire prendre, ce n'est pas de la petite dissimulation misérable. C'est du secret premier choix, le secret des secrets, le secret au carré. Mais lequel? Faire affleurer quelque chose de plus ancien que la civilisation. Qui va là? Le papa et la maman, les deux frères aînés et la petite sœur au prénom à la noix. Mais aussi, à égalité de biens communs, les pierres, le vent, le courant d'une rivière, les arbres sans feuilles qui extirpent leurs racines de la terre, la forêt primitive, puis la brume matinale se dissipant, cette grande maison déposée sur un tertre, contemporaine de ma naissance et qui dut être moderne au moment de sa construction. Une toquade architecturale, une idiotie truffée d'aberrations. Notamment, monumental et encombrant, flagrant à en être gênant, un escalier à claire-voie, avec des marches en plexiglas et une rampe en inox brossée, qui oblige à passer par le salon pour accéder aux étages, ce qui n'est pas pratique. Absurdité aggravée par un arrangement de la maman qui a réussi à caser sur la première marche l'unique appareil téléphonique de la maison et un porte-revue en fer forgé pour les annuaires. Le jour où, voulant imiter une acrobatie admirée dans un film, je conçus une cascade consistant à me laisser tomber du haut de l'escalier, les bras tout raides le long du corps, je fauchais au passage de ma dégringolade le porte-revue en fer forgé et le téléphone en bakélite noir dont le combiné se brisa et mon poignet aussi. Bousculade garantie à la moindre sonnerie. Tout le monde attend un appel et intimité impossible, sauf aux heures creuses de la fin d'après-midi, quand moi, mon moi en rêve, recroquevillé sur une marche, les genoux sous le menton, l'écouteur collé à l'oreille, mes lèvres chuchotant au microphone, moi en rêve et mon meilleur ami idéal du moment à l'autre bout du fil, Vincent pendant un sacré bout de temps, puis Dominique, Philippe, Frédéric et surtout Jacques Avril, on y reviendra. À peine rentrés de l'école, nous poursuivons infiniment la causette interrompue un quart d'heure auparavant à la sortie des cours et débattons des 1000 péripéties de la journée écoulée, les romançant. La férocité une nouvelle fois avérée du professeur d'allemand, ce Bosch et la taille minuscule de ses oreilles, le fait que celui-ci est un crétin, cet autre un formidable imbécile, le projet et les moyens de plaire à Christophe qui nous surpasse tous en beauté et ne parle guère. Ce Christophe, ce blond, alors que nous sommes tous bruns et cracras, cet oxygéné élégant, arrivé au début du deuxième trimestre de l'étranger, a-t-on fini par savoir, tu trouves qu'il a un accent? Tu as vu son cartable en croco? Ce genre, des banalités cruciales, histoire de s'aimer encore, longtemps, rien qu'en se parlant au téléphone. Cette demeure familiale, ce cénotaphe avant l'heure qui au fil du temps vieillit, se lézarde, s'écaille, se fissure, décrépit, perd des ardoises, prend l'eau, fut aggravé dans sa déconfiture quand la maman prétendit la moderniser, la rafraîchir, dit la maman. Au gré des manies décoratives du moment, en s'attaquant d'abord au sol, moquette jaune d'or collée sur le dallage à damier de l'entrée, tomate dite flammée dans le moindre recoin des parties communes. Mais aussi, increvable, la maman, les murs, tapisserie à flocage pour cacher les lambris de chêne, lin tendu dans toutes les pièces de réception, et dans les chambres des enfants, chacun à la sienne, une solide toile écossaise de style rustique pour les doubles rideaux, les dessus de lit, les bonnes tières, les fauteuils et sa trouvaille, sa fierté, les coussins coordonnés. Ainsi va ma chambre, cage de rayures jaunes et vertes, à vomir. Tandis qu'en son vaste jardin, le parc arboré, dit la maman, les arbres plantés récemment plantés, surtout des fruitiers, mon verger, dit la maman, le sont à foison, mais faute de soins appropriés, s'étiolent, dépérissent puis crèvent, alors que d'autres, impromptus, croissent et prospèrent. Ainsi, à proximité du cabanon, sous serrés en hiver les bulbes de tubéreuses, un mimosa que personne n'a planté et dont la ramure en 5 ans a gagné la moitié du ciel pour une floraison de fin d'hiver, myriades de perles jaunes, exhalaisons un peu écœurantes si l'on s'assied sous l'arbre un certain temps, et dont les racines sournoises capturent en tapis toute l'humidité alentour, de sorte que rien que de misérable ne peut pousser dans son ombrage. Le mimo, monstre souriant au nom de faux amis. Au motif que j'étais tout le temps à battre la campagne avec mon meilleur copain Jacques Avril, on en reparlera, le papa en déduisit une qualification botanique et me confia les mois d'été d'arroser le jardin le soir, avec une lance à eau, tuyau vert imitant la peau de serpent, dont l'embout en fonte dorée, réglé sur le débit maximum, fait jaillir un jet de rue qui permet de creuser des tranchées dans les plates-bandes, de bousculer les escargots ou de noyer comme il faut une fourmilière. Je ménage la position bourrine du débit pour le moment où le papa, au regard torve, faussement assoupi dans un transat, observe depuis la terrasse mes entreprises d'inondations catastrophiques et de noyades. De toute façon, il ne dira jamais rien de mes sottises, puisque je le tiens par la menace de le balancer à la maman pour quelques-uns de ses forfaits dont je fus l'assistant et partant le témoin gênant.
Ainsi, de son opération de débouchage des conduits de la fosse septique qui, suite au déversement d'un plein jerrycan d'essence, c'était là son procédé farfelu, aussi sec enflammé par sa clope incandescente, tu fumes comme un pompier, dit la maman, provoqua une puissante déflagration dont le souffle déchaussa toutes les canalisations de la maison et expédia la dalle de béton du puisard à une altitude intéressante. Lors de sa retombée sur terre, cette soucoupe provisoirement volante écrabouilla une plate-bande de rosier au nom de vedette de cinéma, gloire de la maman. Lorsqu'elle, la maman, découvrit le carnage, le papa prétendit avec un aplomb bonasse, qui me le rendit pour une fois sympathique, que c'était la faute à toutes sortes de gaz dont l'accumulation dans la fosse avait dû, par génération spontanée, c'est tout lui ce genre d'explication cocasse, provoquer l'explosion désastreuse. Le papa, c'est que je sais et se tait, donnant sur certaines de mes incartades. Merci beaucoup Carole pour cette liste impressionnante. Traditionnellement, donc, on a la chance d'avoir un auteur qu'on aime bien, on dit quelques mots en fait sur ces livres qu'on aime bien. Donc je vais être bref parce que voilà. En fait, Marianne aurait adoré être là ce soir, mais elle ne pouvait pas, mais elle m'a laissé en fait des messages en fait pour que je puisse dire un mot de Chez eux, qui est un texte de 2003, mais qui vient juste d'être édité, enfin qui était épuisé, qui vient juste d'être édité en Babel. Donc c'est l'occasion ou jamais. Donc je vais en fait lire le mot de Marianne. Prends la voix de Marianne s'il te plaît. Mais ça je pense pas que je le sache. Mais... Bon, à 6 ans, lorsqu'Anna Wajimski quitte la Pologne avec sa mère en 1938, ses parents ont déjà décidé de se séparer de leurs deux filles pour augmenter leurs chances de passer entre les mailles du filet nazi. À l'arrivée en France, quand l'étau se resserre, la petite Anna, adorée de ses parents, sera cachée chez les Poulous, à Vacheresse, en Haute-Loire, des paysans bourrus, incapables de témoigner de la chaleur ou des signes d'affection, mais capables de ce geste de courage qui pouvait leur coûter la vie, cacher une enfant juive. Là, tous les matins, chaque réveil est comme un arrachement, ce retour à la conscience de son environnement, le gel des hivers de la guerre, la rudesse des conditions matérielles, des travaux de la ferme, et le manque d'amour, l'absence des parents, cette douleur qu'elle doit chasser chaque jour pour rester debout. Ce qui la tient debout, c'est aussi d'emprunter le chemin de l'école, d'apprendre et de recevoir le soutien et la tendresse de l'institutrice dans une école littéralement maternelle. Au bord du précipice, Anna s'en sortira, transformée, mais elle et ses proches payeront le prix de la survie, rafleurs intérieures du déracinement, et les blessures profondes laissées par les absents, ce qu'on ne reverra plus une fois la guerre finie. Dédié par Carole Zalberg à l'institutrice qui sut imaginer un avenir pour sa mère, enfant juif caché pendant la guerre au Chambon-sur-Lignon, Chez eux, est un récit limpide, exposant avec pudeur, justesse et sensibilité, comme l'impressionnant Feu pour Feu, sur lequel je redirai un mot, les fissures intimes, mais aussi l'abnégation et la force d'une enfant contrainte pour survivre à l'effacement de cette identité qui ressurgissait chaque nuit dans ses rêves. Merci à Marianne. Bon, je dis un mot mais très rapide sur un texte qui est un petit peu atypique, qui est là, qui est Faire passer, qui est une nouvelle ou une novella qui est disponible en carte électronique, donc en texte à télécharger. Chez Eufraction, qui est un texte, un des textes à la fois, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la façon d'écrire, je trouve, de Carole, dont le propos est parfois assez simple, mais d'une justesse, d'une précision et d'une écriture au service de ce propos qui est vraiment impressionnante. Faire passer nous rappelle à quel point le droit de disposer de son corps, en fait, pour les femmes, donc le droit à l'avortement, n'est pas un acquis, n'est pas quelque chose qui est donné pour toujours, qu'il y a à la fois toujours des forces dans la société à l'œuvre pour faire machine arrière, et que jouant assez habilement en fait sur la temporalité, en fait, sur qu'est-ce que ce serait aujourd'hui en France de ne plus avoir ce droit, c'est quelque chose qui est vertigineux, qui est assez effrayant et qui en même temps est vraiment poignant, et je pense pour un homme comme pour une femme, par le vertige que ça ouvre sous les pas pour quelque chose qu'on croit acquis, en fait, enfin, qu'on a trop souvent tendance à croire acquis, comme pas mal d'autres choses, en fait. Mais je dis un petit mot sur À défaut d'Amérique. Chez Babel, moi, c'était le deuxième texte, en fait, de Carole que j'avais lu, et qui, curieusement, pour moi, résonnait beaucoup avec Feu pour Feu, bien que je l'ai lu, enfin, qui a été écrit avant, hein, mais qui est un peu pour moi le texte qui enchâsse un peu les autres, qui pose vraiment la question question qui traverse, je trouve, toute l'œuvre de Carole. Et bon, moi j'aime pas essayer de globaliser complètement une œuvre, parce que chaque livre a son individualité, bien entendu, mais il y a quand même toujours une question
fuir ou faire face, de renoncer ou de se battre, au-delà des méandres d'une histoire familiale. Et ça peut être une histoire familiale, comme c'est le cas chez eux, comme c'est le cas de façon très forte dans La Défaut d'Amérique, famille juive confrontée à la Deuxième Guerre mondiale et à la barbarie nazie. Mais on le retrouve aussi dans Feu pour Feu, ça peut aussi être dans des... et c'est bien que ça ait été écrit il y a déjà presque 3 ans, non 2 ans, pardon, qui garde toute son actualité brûlante, c'est que prétendre vis-à-vis de populations qui fuient des zones de guerre ou des zones d'oppression que en fait non, c'est pas si terrible que ça, qu'en fait ce que vous cherchez avant tout c'est la sécurité sociale, ça a un côté profondément insultant. Et bien que ce n'était pas le propos de Feu pour Feu et que ce ne soit pas non plus le propos de Feu d'Amérique, on retrouve cette question de la fuite, de l'accueil, de se sauver, de vivre, par rapport à des horreurs qui dépassent en général la force d'une personne, d'une famille, et même dans bien des cas de collectifs beaucoup plus organisés. Et à défaut d'Amérique, en se plaçant beaucoup plus loin par rapport à ça, en montrant comment une famille a divergé entre des choix justement qui ont été différents, entre celle qui a choisi d'oublier, de construire une vie américaine, celle qui a choisi une vie sud-africaine, celles qui ont misé sur Israël, toute une résonance en fait entre des choix possibles face à... Alors choix qui sont parfois des choix totalement volontaires assumés, des choix qui ont été faits par d'autres, qui ne sont pas nécessairement les siens, mais la façon ensuite d'assumer ou pas tout ça et de reconstituer un puzzle. On retrouve ce que tu disais à propos de certains des romans que tu évoquais, il y a cette notion de mosaïque qui s'est fragmentée, et puis est-ce qu'on arrive à replacer les pièces ou pas, et je trouve que c'est un livre qui est très intelligent, très émouvant en fait, à défaut d'Amérique, sur ces questions de l'exil, qu'il soit purement géographique, qu'il soit intérieur, qu'il soit social et politique. Alors, Mort et vie de Lili Vieira, c'est le deuxième message de Marianne, donc je vais le lire également, qui est donc un roman qui a également, si je ne me trompe, été réédité oui, il avait une en dizaine 2014, d'années, voilà, qui avait été édité, qui avait été écrit un peu après chez eux, me semble-t-il. Oui. Ça. Oui. Donc inspiré par la vie de Lolo Ferrari, Carol Zalberg raconte dans ce roman de 2005 le destin au départ terriblement banal d'une enfant mal aimée, la trajectoire tragique d'une femme transformée en objet sexuel à coups de bistouri, créature charcutée pour provoquer le désir, devenue monstre de foire suscitant à la fin écartement et rejet. Ce roman, qui démarre aux 2 bornes de la vie de Lili Vieira, sa mort et son enfance, pose d'entrée de jeu les traits d'une histoire outrée. Puis touche après touche, à la façon d'un peintre, Carol Zalberg donne de la profondeur, de la subtilité au récit, sondant les démons intérieurs de Lili, l'absence de son père, cet homme presque invisible, l'amitié qu'il a liée à Cédric, son ami depuis le collège, au destin parallèle moins voyant, mais tout aussi poignant, et son amour pour Frankie, dont l'abandon lui sera fatal. Au cœur du voyeurisme sans en avoir aucun, Mort et vie de Lili Vieira renoue les fils de cette trajectoire entre sa fin et son enfance, et les failles de l'enfant rejoignent le gouffre ultime, quand Lili Vieira, entraînée par sa volonté d'être absorbée dans le désir des autres, se laisse disparaître dans son corps méconnaissable. Merci encore à Marianne. Et donc Feu pour Feu, pour revenir, qui était le premier texte que j'ai lu de Carole, et qui reste aujourd'hui probablement mon texte préféré, parce que je trouve que c'est un roman qui est extrêmement intense, qui est très très beau. C'est un roman de la fuite, de la fissure intime, et de la manière dont l'horreur passée, même lorsqu'on croit qu'elle est passée, en fait, peut continuer à tuer le présent. Et ça part d'une anecdote réelle, mais qui est justement remise dans une perspective historique et qui arrive à être traitée d'une façon extrêmement musicale, enfin théâtrale et musicale, mais de façon extrêmement scandée. Il y a un rythme qui est assez magique dans ce roman qui est assez court, qui raconte à la fois en miroir l'histoire d'un père ouest-africain, mais disons ouest-africain pour simplifier, qui en fait a dû partir en catastrophe de son pays avec vraiment... Sa fille qui était alors un nourrisson en fait sur l'épaule ou sous le bras, et qui a dû fuir littéralement en courant son village incendié en pleine guerre civile, donc au risque de sa vie, et puis qui est passé par là où passent justement les réfugiés, qu'ils soient politiques, économiques, par des filières en fait, et donc ils arrivent à bout de force en France, où là il y a toute une procédure qu'on ose appeler une procédure d'accueil, qui en fait est une procédure de parquage
parfois d'une extrême violence, et qui ne fait pas tellement la différence en réalité entre les raisons pour lesquelles les gens sont là. Mais en tout cas, ce père, lui, est passé par tout ça, évidemment, et ça l'a marqué. Il y est passé pour lui, il y est passé pour sa fille. Et le mettre, et ça s'est passé il y a une quinzaine d'années. Et puis, le présent, ce qui se passe là, c'est que sa fille, donc enfant des cités, comme on dit, qui est ce qu'elle est, dans une crise de rage contre une autre gamine qui a, pour une histoire de mec, en fait, met le feu en fait à la boîte aux lettres de cette gamine dans l'immeuble et en fait déclenche l'incendie de l'immeuble et ça fait des morts. C'est une anecdote réelle. Et en fait, il y a le télescopage que je trouve formidable, parce qu'il y a le télescopage de langage, entre le langage du père, qui est un langage d'origine africaine, extrêmement policé, justement, avec ce respect de l'accueil, aussi faible soit-il, mais il y a un respect énorme pour cet accueil qui lui a été consenti. Mais ça, c'était dans le passé, c'était il y a 15 ans. Cette fille, elle n'a jamais vécu, elle, cette situation. Elle n'a aucun respect particulier pour les conditions absolument misérables qui lui sont faites socialement. Elle est comme toutes les... D'autant qu'elle ne sait, absolument pas d'où elle vient et ce qu'ils ont traversé. Pour elle, elle est née là, puisqu'elle était vraiment nourrisson quand elle est arrivée. Et donc il y a vraiment ce choc d'un père et une fille qui en fait ne se comprennent pas réellement, ne parlent pas le même langage, et d'une société qui sous des formes assez subtiles en fait n'intègre ni l'un ni l'autre en réalité, mais se garde bien de se prononcer autrement que par jugement, assignement et par cage. Et plutôt que d'être traité sous une forme d'essai ou sous une forme justement très immédiatement politique, moi je trouve que Carole le traite en fait par la musique, par les mots, et que c'est à la fois très très fort et en même temps ça reste justement très 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 subtil, très discret. C'est pas des roulements de tambour, quoi. Et ça a d'autant plus de force d'une certaine façon. Donc c'est un roman que j'adore, quoi. Voilà. Et donc, je peux lire un petit passage éventuellement pour terminer. Ah bah je suis chaude là, comme j'ai beaucoup lu, de feu pour feu. La nuit est sale, dépose à chaque inspiration sur la langue, au palais et jusqu'aux entrailles le goût même de la terreur. Elle sera longue et je vais d'ici l'aube me poser 1000 questions. Mais je sais, ou plutôt je veux croire que demain, quand je viendrai te visiter, m'a de nouveau fragile dans l'enfermement et la compréhension progressive, goutte à goutte infusant ta conscience jusqu'à la révélation, l'horreur de ton crime, tu jureras que jamais, oh jamais tu n'as voulu ce désastre, ces morts dont, comment te mentir, tu ne te remettras pas. Ou si tu t'en remets, c'est que tu te seras arraché ce qui en soi rend humain, ce lieu profond où se mêlent joie et souffrance. Alors tu ne serais plus Adama, mon enfant sauvé, baptisé par la terre et le sang, et je devrais, après tout ce temps, t'abandonner. Autant m'abandonner moi-même. Sans toi, sans le triomphe de ta survie et la belle idée de ton avenir, même terne à tes yeux, ce fut mon erreur, ne pas voir ce que tes yeux voyaient, de la laideur et de l'ennui, même peu glorieux, j'aurais été vain. Un corps creux qui tombera à l'instant de ce constat, une carne acceptant l'abattoir. Ma vie, depuis le jour où tout ce que j'avais jamais aimé en dehors de toi fut détruit, a été ton embarcation, uniquement cela. Tout cela. Quoi d'autre? Que peut vouloir un homme humble et seul si ce n'est emporter son enfant le long des jours? Et dans l'embarcation de fortune qui nous promet le continent blanc, à nous et aux dizaines entassées, c'est bien ce que je suis. Pour toi n'existe que ma voix, mes traits, les contours de mon corps endurcis par des mois de labeur, de marche, de famine. Je te garde contre moi, te parle, maintiens vivant le lien qui nous rattache encore à ta mère, au monde d'avant. C'est plus tard que je me tairai, que je t'offrirai l'amnésie en guise, croirais-je, de protection. Pour l'heure, je couvre le bruit écœurant de l'eau, ce bruit que nous respirons, voyons, avalons, contenons, ce bruit de l'eau folle frappant contre la coque et de l'eau puante, clapotant sous nos pieds, sous nos dos quand nous sommes allongés enchevêtrés. Je couvre les râles des plus affaiblis, des effrayés, des violents, cherchant à affronter peu importe qui ou quoi, rêvant sans doute d'espace et donc d'élimination. Je couvre en te parlant l'entre-deux, mort, vie, lieu noir, lieu blanc, hier, demain, où nous allons des jours durant, suspendus comme viande dans un temps qui n'est pas fait pour être vécu, mais franchi. Respiration réduite au plus mince filet, rêve bridé, métabolisme à l'économie, et je t'emporte, ma valeureuse, emmaillotée dans les mots du pays que nous tentons de fuir. C'est beaucoup.
Merci, merci, merci à vous. Voilà, n'hésitez pas à profiter de cette belle table, avec les livres proposés par Carole et puis les siens propres.